Alors aujourd'hui, dans Vivre Autrement, je reçois à nouveau Dominique Roth, journaliste, kabbaliste. Il nous reparlera de Dominique Aubier, écrivain, qui a publié entre autres La face cachée du cerveau et Don Quichotte, le prodigieux secours du Messie qui meurt. Alors Dominique Roth nous reparlera de la Kabbale, puisque Dominique Aubier est avant tout une kabbaliste. Il y aura aussi le témoignage de Frédéric Thomas, qui est un fidèle lecteur de Dominique Aubier. Frédéric Thomas nous expliquera comment il utilise l'enseignement de Dominique Aubier au quotidien. Frédéric Thomas est le président de l'association Attribute, une association qui organise des repas de quartier dans le 18e arrondissement, entre autres dans le quartier Saint-Pierre à Montmartre. Alors si vous voulez des clés pour reconnaître votre destinée, je vous propose pendant 7 heures d'écouter des signes et de découvrir le message de Don Quichotte. Dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, non, qui nous met dans un beau d'état. Elle est là, yeah. C'est trop le voir, c'est trop le joie. Ce don du ciel qui la rend belle. Elle est là, elle est là. Elle est là. Ce tout petit supplément d'âme, c'est indéfinissable charme. Petite flamme, yeah. Tape sur les tonneaux, sur les pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle est là. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, non, qui nous met dans un beau état. Dominique Roth, bonjour. Bonjour. Alors nous avons décidé la semaine dernière de poursuivre cet entretien concernant le travail de Dominique Aubier et que vous puissiez aujourd'hui nous expliquer un peu dans le quotidien comment on peut appliquer cet enseignement. Alors je rappelle que vous êtes journaliste, kabbaliste aussi, et puis que vous suivez donc l'enseignement de Dominique Aubier depuis de nombreuses années. Alors vous avez choisi cette chanson de France Gall. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire? C'est simplement le nom de la chanteuse qui m'a inspiré. C'est son nom qui me plaît.
parce que France, eh bien, c'est notre pays qui est désigné. Et puis Galles, en hébreu, c'est un mot qui désigne le dévoilement, la révélation. Alors, c'est simplement parce que France-Galles, la révélation est certainement quelque chose qui concerne la France. Et ça, c'est une des prophéties qui est écrite dans le texte biblique du prophète, du petit prophète Obadiah, qui compromet la France, qui en hébreu s'appelle Tsarfat. Et ce que je vous raconte là, à propos de la révélation, du dévoilement des mystères et du symbolisme concernant Tsarfat, la France, ben, je l'ai lu dans le livre de Dominique Aubier, justement, qui s'appelle Don Quichotte, oui. Le prodigieux secours du Messie qui meurt. Alors, Don Quichotte, on en reparlera tout Oui. à l'heure. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, dans un premier temps, Dominique Roth, c'est de découvrir Frédéric Thomas. Alors, j'ai rencontré Frédéric Thomas, qui est un fidèle lecteur de Dominique Aubier. Il est aussi le président de l'association Attribute. Et il faut dire que Frédéric Thomas est le premier à avoir organisé à Paris des repas de quartier. Alors, je l'ai rencontré, je lui ai demandé un petit peu son témoignage. Et il nous présente Dominique Aubier à sa façon. Dominique Aubier, c'est une personne qui est reliée à une longue tradition de connaissances. Et quand je dis connaissances, j'intègre en même temps la notion de science. C'est-à-dire c'est au-delà même de la science, c'est quelque chose qui... il ne s'agit pas de théories qui sont basées, qui se développent sur quelques années ou quelques dizaines d'années ou quelques mois, mais là c'est carrément des choses qui sont des liaisons de connaissances sur des millénaires, quoi. Donc c'est carrément une autre dimension, enfin c'est la dimension la plus élevée au niveau des progrès de la pensée, de la conscience. Alors justement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus à la connaissance? Ce qu'elle apporte, c'est aujourd'hui, elle apporte un plus, dans la mesure où, comme ses prédécesseurs, elle réactualise la connaissance, c'est-à-dire qu'elle fait une synthèse de l'ensemble des résultats des travaux qui ont été accumulés depuis son prédécesseur jusqu'à elle, et elle remet en place dans le langage actuel les préceptes de la connaissance. Alors, Dominique Roth, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Frédéric Thomas avec Que cette présentation? Que pourrais-je ajouter? C'est parfait. Je pense que c'est le lecteur idéal Oui, que vous avez trouvé là. oui. Et c'est vrai que le travail de Dominique Aubier, c'est une réactualisation de ce que dit la connaissance depuis qu'elle existe, depuis le début des temps. Mais la difficulté, c'est justement de toujours réactualiser cette connaissance, de ne pas rester dans le langage traditionnel qu'ont pu véhiculer les traditions et les religions. Toutes les religions et toutes les traditions appartiennent à une époque symbolique, et l'époque symbolique est appelée à mourir. Alors donc, aujourd'hui, comment faire pour appliquer Mais ça, oui, ça ne veut pas dire que la connaissance meurt. Oui. C'est une étape de la connaissance qui disparaît. Une évolution. C'est donc une évolution. Il n'y a pas d'arrêt dans l'évolution. Sauf à certains moments stratégiques très précis, mais il y a toujours un dévoilement nécessaire. Et c'est ce dévoilement que réalise Dominique Aubier. À travers ses livres. À travers ses livres, à travers sa pensée. Alors, Dominique Roth, est-ce qu'on peut dire que le travail de Dominique Aubier est un travail de kabbaliste uniquement? Ce n'est pas seulement un travail de kabbaliste. Elle a l'inspiration kabbalistique, elle a la technique des kabbalistes, mais le langage n'est pas celui des kabbalistes du Moyen-Âge. Elle n'est pas dans le langage métaphorique ou dans le symbole. Elle décrypte le symbole, elle l'ouvre et elle en donne le sens. Alors, il faut peut-être rappeler d'abord ce que c'est que la Kabbale. La Kabbale, c'est le mot. Comment vous définissez? C'est le mot qui désigne la tradition. La tradition issue, c'est un mouvement post-talmudique, comme je l'avais dit la dernière fois. C'est donc un mouvement issu de la tradition juive. Mais on n'a pas besoin d'être juif pour apprendre la Kabbale. On n'a pas besoin d'être juif pour être kabbaliste. On n'a pas besoin d'être kabbaliste non plus pour vivre. Mais il vaut mieux. C'est un plus. C'est un plus. Parce que on peut vivre sans conscience aussi, mais je ne sais pas comment on vit sans conscience. Est-ce que c'est facile d'apprendre la Kabbale? Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce que tout le monde peut apprendre la Kabbale? Eh bien, la Kabbale ou ça demande de nombreux efforts, n'est pas accessible simplement en se mettant assis en lotus devant un chêne. La méditation ne suffit pas. Le sentiment ne suffit pas non plus. Le langage du cœur non plus ne suffit pas. Il faut se casser un peu la tête, il faut se farcir les livres, il faut se farcir l'enseignement des grands maîtres. Et je ne connais pas de grand maître dans aucune tradition qui soit simplement un méditatif.
derrière toutes les traditions, il y a toujours un corps conceptuel très très fort. Mhm. Et ça, il faut que les auditeurs l'entendent. Mais quand même, la Kabbale, c'est une science de l'intuition, non? C'est la science de l'intuition, Mhm. mais c'est une science qui permet de connaître, de connaître la technique pour décrypter l'intuition que l'on peut avoir devant un événement. Alors concrètement, justement, vous parlez du réel. Dans la réalité, comment on utilise la Kabbale? Enfin, j'ai lu par exemple dans le livre de Dominique Aubier, Catalina ou la bonne aventure dite aux Français, Oui. elle nous explique un petit peu que la Kabbale, en fait, décode toujours le nom et l'événement. Oui, oui. Elle dit très précisément que Ouais. les noms sont des pancartes fichées au centre des événements. Chaque nom décode a un secret, en fait, c'est ça? Les secrets des choses résident dans leur nom. Mhm. Et la Kabbale consiste justement à décrypter le sens Mais alors décrypter dans les noms, dans les événements. Oui, de quelle façon? On regarde les mots, on On regarde regarde les les lettres. mots, les personnes qui sont en cause, et les mots, les noms peuvent donner le sens de l'événement qui est en train de se produire. Alors justement, dans Catalina ou la bonne aventure dite aux Français, Dominique Aubier nous parle de sa date et de Menachem Begin. Alors comment a-t-elle décodé cet événement? Alors il faut d'abord quand même dire que quand on lit ce livre, on a l'impression en fait d'avoir un film qui se déroule à côté de l'événement qu'on a connu. C'est comme si on avait un décodeur en fait. On a deux films, ce que nous avons vu Ouais. dans les informations, et Dominique Aubier nous donne à côté une autre façon de voir Ouais. les choses en fait. C'est ça. Ouais. Alors par exemple pour cet événement de Sadat Ouais. et de Menachem Ben, Begin, c'est comment que- elle voit ça? Comment elle explique ça? La vision de l'initié n'est pas tout à fait celle qu'a l'être ordinaire ou qu'ont les médias traditionnellement. Il y a l'événement qui se déroule, banal, et ensuite l'initié est celui qui cherche à connaître le sens de l'événement. Pour connaître le sens de l'événement, Dominique Aubier utilise la technique de l'ouverture des mots, Mhm. le concassage des noms qui sont inclus dans l'événement. C'est ce que disait un autre initié formidable qui est Don Juan dans les livres de Carlos Castaneda. Mhm. C'est l'Indien Don Juan reproche à son disciple de ne voir les choses que d'un seul côté. Il lui dit, tu ne vois les choses que d'un seul côté. Effectivement, il faut avoir une espèce de double vue sur les événements. Il faut loucher sur les événements. Et l'initié a cette double vue. Alors, Alors, la double vue sur cet événement. La Sadat, double vue sur l'événement de la rencontre de Sadat et de son discours à la Knesset. oui. C'est d'abord, ça s'est passé un 20 novembre 1977. Alors, il y a quand même une date formidable. C'est le jour du sacrifice d'Abraham. Alors, il faut retenir cet élément, cette information-là. Mhm. Premier signe. C'est un signe en tant que tel. Il faut relever l'importance du moment. Mhm. Le deuxième événement principal, c'est le nom du protagoniste, qui est Sadat, qui tout à coup, après une prière faite dans le désert, décide de se rendre en Israël, chez l'ennemi héréditaire. Qui est Sadat? Alors on peut voir son cursus politique, militaire, etc. Mais dans son nom, Alors elle, Sadat, oui. Comment vous décodez Sadat, ça? eh bien, on prend le mot Sadat Mhm. et on regarde ce qu'il veut dire. Alors, qu'est-ce Alors, que ça tout veut dire d'abord, ça? Oui. Dans la langue de son pays, Sadat, Saad, en arabe, c'est un mot qui désigne la bénédiction. Et c'est plus particulièrement un mot qui désigne la bénédiction, la grâce que l'on souhaite lors de l'union de contraires. Lorsque un couple se réunit, on lui souhaite la Mhm. grâce, Saad. Donc Sadat, c'est quelqu'un qui est Qui a la béni, grâce. qui a la grâce, mais dans un projet non pas matérialiste, parce que le Saad ne se souhaite pas pour gagner au loto, par exemple. Saad se souhaite pour une bénédiction d'union des contraires, pour une bénédiction d'union nuptiale, par Mhm. exemple. Ensuite, on peut prendre le même mot et le voir dans la langue du pays où il se rend, c'est-à-dire en Israël, donc en hébreu. Alors, ça se Alors, traduit comment en hébreu, Saad, Sadat? Saad, c'est l'impératif du verbe faire. Ouais. Da'at, c'est la connaissance. Donc, dans son nom, il y a l'ordre fait la connaissance, fait arriver la connaissance et réalise l'union avec l'ennemi héréditaire. Donc c'est pour ça qu'il s'était rendu en Donc, Israël. il s'est rendu en Israël. Je ne sais pas s'il a eu conscience du Mhm. nom qu'il portait, mais en tous les Une cas, intuition, il a eu. il a eu, il me semble, plus qu'une intuition, parce que c'est un homme qui est pieux, qui est branché, comme on dit, Mhm. et il a eu conscience
Donc ce n'est pas seulement d'une intuition, Mhm. c'est pas un feeling. Il a eu conscience de réaliser un geste sacré, il l'a dit lui-même lors d'une interview qu'il fait un geste sacré. Alors il a fait cette espèce de voyage pour réaliser une union des contraires. Et ça tombe à 20 novembre en 1977, et le sacrifice d'Abraham est un rappel de l'ancêtre commun des Juifs et des musulmans. Donc c'est bien... Isaac et Ismaël. Mhm. Exactement. Donc le geste de réaliser cette union des contraires aurait dû être compris à l'époque comme un geste sacré. Et au lieu de cela, il a été analysé d'un seul œil. Il a été vu par le cyclope de notre civilisation qui ne voit que les choses d'une façon très linéaire. Et aucun politicien n'a vu la dimension sacrée du geste qu'il accomplissait. Alors le message a été aussi bien raté du côté d'Israël, où aucun kabbaliste ne l'a relevé. Oui, parce qu'à ce moment-là, les kabbalistes d'Israël Bah, auraient pu... Ils auraient pu. Ouais. Ou s'ils ont été là, ils n'ont pas été écoutés, ce qui est pareil. Fort possible aussi. Mhm. Et du côté musulman, personne non plus ne l'a relevé, puisque ce sont tous ligués contre lui. Ils ont tous crié à la trahison, alors qu'il aurait fallu crier à la bénédiction de l'union des contraires. Et puis en Occident, n'en parlons pas, personne ne l'a vu passer. On a senti un frémissement dans certains journaux. C'est Jean Daniel qui Jean Daniel oui. a senti quelque chose. Mais entre sentir et expliquer et décoder la situation, comme le fait Dominique Aubier dans son livre, il y a un gouffre. Mhm. Alors, ce que je vous propose, Dominique Roth, c'est d'appliquer cette technique, par exemple, à nous, là, dans ce studio. On est dans un studio de Radio France. Il y a certaines personnes dans ce studio. Par exemple, notre réalisatrice, Marie-Hélène Fauquet. Comment vous décodez ce nom? Pour Mais vous, quel est le message? C'est le piège, c'est le Mais test non, que vous voulez me faire passer. Mais non. Ben, Fauquet, Comme ça, c'est bien concret pour les auditeurs. On peut Fauquet, moi, je prends ça tout simplement comme ça se présente. C'est fait, ok. Mhm. Alors j'espère que les paroles que je prononce vont être estampillées d'un ok céleste, pour le moins. Alors, son nom de jeune fille, c'est Délié. Ça peut aussi vous donner une autre indication ou... Bah, si mon discours ici peut délier les choses et sert à délier l'esprit des auditeurs, ce sera formidable. No one on earth could feel like this. I'm thrown and overblown with bliss. There must be an angel playing with my heart, yeah. I walk into an empty room and suddenly my heart goes boom. It's an orchestra of angels and they're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. 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 No one on earth could feel like this. I'm thrown and overblown with bliss. There must be an angel playing with my heart, yeah. And when I think that I'm alone, it seems there's more of us at home. It's a multitude of angels, and they're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. 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 I
celestial intervention, leaving me the recollection of your heavenly connection. I walk into an empty room. Suddenly my heart goes boom. Some orchestra of angels, they're playing with my heart, yeah. Da, 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 Dominique Roth, je rappelle que vous êtes journaliste, vous suivez l'enseignement de Dominique Aubier, vous êtes venu nous présenter son travail cette nuit. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que cet enseignement peut être utilisé dans le quotidien et de nous permettre d'avancer un petit peu plus vite. Alors je vous propose de retrouver Frédéric Thomas, qu'on a entendu tout à l'heure, qui donne quelques applications des archétypes qu'on peut utiliser dans son quotidien. Alors je rappelle aussi que Frédéric Thomas est le président de l'association Attribute et qu'il est le premier à avoir organisé des repas de quartier à Paris. Par exemple, concrètement, au niveau des initiatives de quartier, lorsqu'on a un projet, pour le réaliser, pour le mener à bien, j'ai essayé de faire en sorte que 3 personnes différentes participent à la réalisation pour mener à bien le projet. Vous demandez toujours l'avis. Donc on l'organise au moins à 3, ou un repas à chaque fois on l'organise, il y a 3 personnes au moins qui participent à l'organisation. Ça, c'est un archétype donc commenté par Dominique Aubier et décrit. Donc ces 3 personnes doivent avoir le même avis, c'est ça ? Oui, alors ça c'est autre chose. C'est pour justifier une intuition, par exemple. Il est bon d'avoir 3 avis différents qui concordent. Pour un jugement, il faut 3 juges pour fonder un jugement. Il faut 3 avis différents pour fonder un jugement. C'est les 3 niveaux d'organisation, les fameux 3 niveaux d'organisation qui sont décrits dans les mécanismes de ces archétypes, ces mécanismes qui relient le visible au visible, où dans chaque cycle, on distingue 3 étapes différentes et 3 stades différents qui, chacun, lorsqu'ils sont vécus, enfin les 3 ayant eu lieu, on peut sortir une synthèse cohérente. Et ces 3 niveaux d'organisation qui peuvent symboliser par 3 personnes différentes pour... Ça peut être utilisé pour réaliser quelque chose, ça peut être utilisé aussi pour se fonder un avis personnel par rapport à une intuition qu'on a eue, par exemple. Ça vérifie l'intuition ou ça contrecarre l'intuition ? Oui, éventuellement aussi. Ça peut être... on peut s'apercevoir qu'on s'est trompé, et à ce moment-là, ça peut être vérifié de la même manière. En général, donc c'est bon d'avoir ces appuis, 3 appuis pour faire quelque chose. Ça, c'est un exemple d'une utilisation des choses que j'utilise. Un autre exemple ? Oui, c'est par exemple, une réunion où, pour finir quelque chose, pour terminer quelque chose, et ne pas dépasser le temps imparti à une relation, que ce soit une relation très courte avec quelqu'un qu'on se voit. Après, ça devient pénible lorsqu'on n'a plus rien à se dire et que, par exemple, donc, on arrive à reconnaître le bon moment pour partir à temps. Et ça, c'est aussi un art à développer. C'est de la connaissance des archétypes. On arrive Alors, c'est quoi le signe qui est... Au bout d'un moment, mais c'est des signes qui font penser tout de suite à cet archétype de stop. On appelle le stop. Et c'est quoi l'alerte stop? Bon, ça peut se manifester de manière très, très différente, puisque pour le stop peut prendre plusieurs formes. À partir du moment où on connaît justement la structure de cet archétype, on le reconnaît aussi bien dans des mots que dans des signes, que dans des images, etc., et dans une parole, dans un geste. Enfin, c'est très codifié, en fait, ce passage-là, et ça peut, lorsque ça se produit dans des cycles de vie longs, ça peut entraîner des ennuis assez graves. Hein. Dominique Roth, tous ces modes de fonctionnement, tous ces archétypes, on les retrouve dans La face cachée du cerveau, un livre qui a représenté, je crois, 30 années de travail, c'est ça? Oui,
Donc ça fait beaucoup. C'est une somme de travail. Et dans ce livre, Dominique Aubier nous explique un peu que le monde, enfin je ne sais pas si c'est tout à fait ça, vous allez me dire si j'ai bien compris, que le monde fonctionne comme le cerveau. Alors est-ce que nous fonctionnons comme le cerveau? Est-ce que tout fonctionne comme le cerveau? La tête, le roche, comme elle peut dire dans son livre? C'est-à-dire que la Kabbale, Oui, les traditions en général, oui. considèrent que l'univers est la moitié d'un cerveau. Mais la Kabbale est la seule qui le dise ouvertement. Et celui qui l'a dit pour la première fois clairement, qui a dévoilé l'identité du motif unique, c'est Cervantes dans Don Quichotte. On en revient toujours Et à on lui. revient toujours à Mhm. Don Quichotte. Mhm. Parce que toutes les traditions du monde disent que l'univers est représenté par l'image d'un cerveau. Mais elles ne disent pas le mot cerveau. Elles décrivent Mhm. le cerveau sans le nommer. Et il y a une grande différence entre décrire une chose et la nommer clairement. Et c'est bien Cervantes qui nomme le cerveau en tant que tel. Alors, dans La face cachée du cerveau, Dominique Aubier part de Don Quichotte, Mhm. où elle a puisé l'information selon laquelle l'univers Fonctionne. fonctionnait comme un cerveau. Oui. Je dirais plutôt que l'univers est la moitié d'un cerveau, elle est la moitié qui fait d'un cerveau. Et l'autre moitié. Et l'autre moitié, c'est la moitié qui sait. Et elle fait cette analogie entre l'univers, entre notre propre cerveau, qui est composé de deux hémisphères, Le droite et le gauche. une droite et le gauche, mais il est plus facile, plus prudent de dire, parce que gauche et droite, on ne sait pas de Mhm. quel côté on parle, est-ce que c'est Oui. votre cerveau, le mien, alors ça s'inverse. Oui, quand on est à Elle l'extérieur. reprend enfin, la terminologie scientifique du scientifique Deglin, qui est un russe, qui a dit qu'il existait un cerveau qui fait et un autre qui sait. Celui qui sait, c'est l'hémisphère dans lequel se trouve l'aire du langage. Et Alors celui c'est le qui côté droit ou le côté gauche? En parlant de moi, c'est le côté gauche. Mais si Mhm. je vous regarde vous, ce sera le côté droit. Donc c'est toute une gymnastique, Non, ça. le côté qui sait, c'est le côté où se trouve votre bras gauche. D'accord. Et comme il y a un croisement, une décussation sur le corps, eh bien les droitiers sont des gens qui sont directement branchés sur l'aire du langage, et les gauchers, Si, oui. ce sont des personnes chez qui il y a un transfert supplémentaire à l'intérieur du cerveau, du côté gauche de l'aire du langage vers le côté droit, et ensuite une relance vers leur côté gauche, vers leur main gauche par exemple. Alors le côté gauche, donc c'est le côté plus intuitif. On peut dire ça comme ça? Non, ça ce serait un peu Non. caricatural, Oui. parce que moi je ne connais qu'une terminologie précise qui est le côté qui sait. Mhm. Qui sait à cause de la présence de l'aire du langage. C'est le langage qui habite cet hémisphère-là. D'ailleurs, le langage habite le cerveau entier, puisqu'il Oui. irradie tout le cerveau. Et Dominique Aubier part de cette analogie avec le cerveau pour nous dire que l'univers est fait comme un cerveau. Ou plutôt notre cerveau est fait comme l'univers dont il représente la moitié qui fait. Mhm. Donc le côté gauche, c'est celui qui sait, le côté Ouais. droit, celui qui fait. Exactement. C'est un peu compliqué, mais toutes les traditions du monde le savent, plus ou moins distinctement. Mhm. Mais pour ce qui est propre à Dominique Aubier dans La face cachée du cerveau, c'est qu'elle réalise l'analogie avec la science, c'est qu'elle dispose de l'outil scientifique pour expliquer, alors que les traditions, les rites, les religions ne s'expliquent jamais sur elles-mêmes. Donc en fait, c'est la première fois qu'on fait une synthèse entre la science et la tradition. Elle a déjà fait, Mhm. une vingtaine d'années plus tôt, en 72, je Mhm. crois, un livre qui s'appelle La synthèse des sciences. Mais c'est un livre qui a été considéré par beaucoup de personnes. Elle a failli obtenir pour ce livre un prix Nobel. Mais je pense qu'on lui a reproché de ne pas porter la barbe ni la moustache. C'était une et femme. que donc- c'était une femme. Et comment une femme s'occupant de science, eh bien, ça ne se passe pas si facilement. Mais c'est un livre absolument considérable et qui n'a pas été relevé dans la presse scientifique. C'était peut-être comme un peu il trop l'aurait- tôt, C'était peut- non? On ne peut pas toujours dire que c'était trop tôt quand quelque chose passe inaperçu. Peut-être aussi les esprits sont singulièrement obnubilés par d'autres préoccupations. Alors dans ce livre, La face cachée du cerveau, Dominique Aubier donne plusieurs archétypes. Entre autres, un des archétypes est le redoublement. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le redoublement, l'utilité du redoublement? Le redoublement, il existe parce que dans notre cortex,
Notre cortex est composé de 2 fois 3 couches. Alors le cortex, 2 fois 3 couches. Le cortex, c'est la partie de notre cerveau. Oui. C'est un élément de notre cerveau. Bon, écoutez, les auditeurs ont des dictionnaires, ils peuvent regarder ce qu'il y a de marqué. On Un peut pas- cortex, oui. Un cortex, sans cortex, ils ne me comprendraient pas. Voilà, c'est clair maintenant. Ouais. Ce cortex est composé de 2 fois 3 couches Oui. et l'énergie circule de couche en couche tout au long de notre vie. Et à l'œil nu, on peut voir ces couches. À l'œil nu, à condition de faire une coupe à l'intérieur du cortex. Ça a été décrit par de nombreux physiologistes au début du siècle. Bien que ça ne soit plus enseigné dans les écoles de médecine. C'est très curieux cette déperdition qu'a la science. Le cortex est composé de 2 fois 3 couches et l'énergie circule dans les 3 premières, puis ensuite dans les 3 suivantes. Et il y a une différence très nette entre les 3 premières et les 3 suivantes. Et on peut dire que l'énergie circule en 2 mouvements. Et le cycle que représente le cortex, la structure que représente le cortex, nous montre que partout où que nous soyons, dans quelque cycle que nous vivions, l'énergie circule toujours en 2 temps. Même dans la façon de s'exprimer en général, on fait les choses en 2 temps. Il y a un film célèbre qui s'appelle Le facteur sonne toujours 2 fois, Oui. que je recommande à tout le monde. Oui. Vous verrez que ce film est entièrement construit sur l'archétype du redoublement. Et C'est-à-dire on voit ces 2 personnages qui sont follement amoureux l'un de l'autre, cherchant à se débarrasser du mari qui est en trop d'après eux. Alors, ils vont essayer de se débarrasser de lui, donc de le tuer, mais pendant toute la première partie du film, toutes leurs tentatives échouent. ça rate. Tout Ça rate Ouais. inévitablement. Et au moment où ils voudraient ne plus le faire, c'est là que les choses se produisent. C'est-à-dire que pendant toute la première partie du film, ils mettent en place des informations qui échouent parce qu'elles ne peuvent pas réussir la première fois, mais toutes les informations sont prises par le cycle et se réalisent dans un second temps. Et tout le film est construit sur d'incessants redoublements à l'intérieur du cycle du meurtre qu'ils veulent fomenter. Et le film se termine sur les paroles de l'interprète, dont j'oublie le nom, qui dit à la fin, il comprend ce qui lui est arrivé. Il comprend qu'il a été broyé par le redoublement. Et il dit que le facteur sonne toujours 2 fois. Et quand on est au fond du jardin, on n'entend jamais la première sonnerie. Mais la deuxième, on l'entend toujours. Et C'est ce qu'on appelle aussi le bebop alors. c'est ce que Dominique Aubier appelle Mhm. le bebop. Alors évidemment, dans les traditions, c'est connu, le Mhm. redoublement. On Alors donc sait- dans le bip, qu'est-ce qui se passe? Dans le bip, c'est l'endroit où les informations viennent s'installer. Elles s'installent dans le cycle et elles s'activent dans le cycle. Et dans le bop? Et dans le cycle, l'énergie Oui. circule et quand le cycle arrive dans sa 2e instance, eh bien l'énergie ne reste pas inerte, l'information ne reste pas inerte, l'information a toujours tendance à se métaboliser, Mhm. à créer, puisque nous vivons dans un univers qui est fait de matière. Aucune information ne peut rester virtuellement suspendue. Donc elle s'applique dans le bop. L'information surgit dans le BOP et crée l'événement. Et La concrétisation dans le réel. la concrétisation dans le réel arrive dans la 2e instance du redoublement, dans le BOP, puisque nous parlons des applications de la connaissance Dans la réalité. dans la réalité. C'est là que je voudrais souligner le rôle de l'information des médias. Quand on nous donne une information, l'information a toujours tendance à se réaliser. Si on ne veut pas qu'une chose se réalise, eh bien on n'en parle pas. Comme exemple d'application de la connaissance, on pourrait parler du problème de la drogue, Mhm. où effectivement on en parle de trop, sous prétexte de dénoncer. Mais si on applique la loi du redoublement, si on la connaissait, eh ben on se rendrait compte que plus on parle d'une chose sous prétexte de la dénoncer, plus on l'augmente. Et c'est une loi bien connue des initiés que pour faire disparaître une chose, on commence par ne plus en parler, mais à agir. If I can reach the stars,
one down for you, shining on the heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. If I could be king, even for a day, I'd take you as my queen. I'd have no other way, and our love would rule this kingdom we have made. Till then I'd be a fool, wishing for the day that I can change the world. I would be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. Baby, if I could change the world. I could change the world. I would be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. Baby, if I could change the world. Baby, if I could change the world. Dominique Roth, vous revenez cette semaine nous présenter les livres de Dominique Aubier. Alors son dernier livre est l'exégèse de Don Quichotte. Est-ce que Don Quichotte peut changer le monde comme vient de nous le demander ou de nous le dire Eric Clapton, Change the World? Mais non seulement il peut, mais il l'a déjà fait. Parce que De quelle manière? depuis que Cervantes a écrit son livre Don Quichotte, l'esprit n'est plus au même endroit. Don Quichotte, c'est un livre qui est codé à la fois qui est un livre écrit en castillan, mais il y a à l'intérieur des messages codés en hébreu. Mhm. Et c'est un livre qui reprend tout l'enseignement hébraïque et qui le déverse dans l'Occident, en Espagne. L'Espagne étant un pays participant à l'entité occidentale. Mhm. Il y a donc un formidable transfert qui se réalise. Alors le monde déjà a changé avec Don Quichotte. Simplement, l'information que Don Quichotte a introduite en Espagne n'a pas encore été révélée. Elle va peut-être donc se révéler en France. Et le livre qu'a écrit Dominique Ouais. Aubier, qui est Don Quichotte, le prodigieux secours du Messie qui meurt, c'est l'élucidation du langage cervantien. Il faut lire Cervantes tel qu'on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était insuffisant. Il fallait décoder le texte. Alors c'est quoi le message de Cervantes?
C'est que Cervantes, il a attrapé dans son verbe le papillon de la connaissance. C'est ce qu'écrit Dominique Aubier dans son livre. Mais ce papillon, il faut le libérer. Le livre de Dominique Aubier libère ce papillon. Mais ce papillon, ensuite, il s'envole pas n'importe où. Il vient en France. Et c'est en France, c'est à la France de faire la suite de Cervantes. Alors, il faut rappeler quand même que les Espagnols considèrent un peu ce livre de Cervantes comme leur Bible. Alors comment se fait-il justement qu'en Europe ou dans le monde, on ne mette pas plus en avant Don Quichotte et Cervantes? Nous en sommes toujours restés à une compréhension très symbolique des choses. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent Cervantes simplement comme un auteur, un romancier quelconque, comme une espèce de super Victor Hugo. Mais c'est plus que ça. Le fait de délivrer le message issu de la tradition hébraïque, c'est une mission d'ordre messianique. Et c'est pour ça que Dominique Aubier l'intitule ou dénomme Cervantes comme étant le Messie, un Messie. Alors aujourd'hui dans notre société, si on voulait appliquer le message de Cervantes, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la société d'aujourd'hui? Tout d'abord, on ne réfléchirait plus de la même façon. On aurait ce double regard sur les événements. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, dans mon village, en Normandie, la classe d'une école va fermer en raison du nombre insuffisant d'élèves inscrits. Je cite l'explication de l'académie. Mais le critère quantitatif n'est absolument pas valable, et ça c'est une chose dont nous instruit Don Quichotte, dont nous instruit la connaissance. La quantité est un critère fallacieux. Dans Don Quichotte, on le voit bien, le héros, ce qu'il incarne, c'est l'individu face à la multiplicité, face au moulin. Don Quichotte n'est pas quelqu'un qui admet la quantité comme un critère valable. Et appliqué à l'éducation nationale, on ne peut pas accepter que le nombre d'élèves soit le critère déterminant l'ouverture ou la fermeture d'une classe. C'est ridicule. Hein. Il y a d'autres pays où d'ailleurs on ouvre une classe à partir de 10 élèves. Et la science d'ailleurs le vérifie, puisque la science distingue dans l'évolution une évolution de type hyponeurienne, c'est le terme scientifique, mais c'est tous les insectes relèvent de l'hyponeurien, c'est-à-dire qu'ils ont le système nerveux en dessous des mandibules. Et il y a l'évolution épineurienne, dont relèvent les mammifères et les humains, et qui ont le système nerveux au-dessus de l'appareil digestif. Du côté des insectes, on s'aperçoit que le propre des insectes, c'est le nombre, la multiplicité, et la carapace à l'extérieur. Et nous, on fait le contraire. Alors que chez les humains, c'est le contraire. Ce qui prévaut, c'est l'individu, c'est l'esprit et c'est la parole. Alors, en appliquant des critères quantitatifs issus du monde des insectes aux humains, on nous transforme notre planète en une espèce de fourmilière. Et si l'éducation nationale ne comprend pas qu'on inverse les choses, eh ben, c'est foutu. Il faudrait que nos ministres fassent une lecture sérieuse des critères qui sont issus de Don Quichotte. Alors justement, Et c'est la preuve que Don Quichotte n'est pas un fou. Dominique Roth, je vous propose de retrouver une dernière fois Frédéric Thomas, qui nous explique un petit peu quel est l'avantage en fait de s'ouvrir à la connaissance. Parfois même, je me rends compte si je loupe c'est un peu des directives dans ma vie personnelle. Je m'aperçois que donc j'ai fait une petite, j'ai perdu un peu de temps, donc j'essaie de rattraper les choses parce que si on s'écarte un peu de ces directives, notre route personnelle, on s'évite, on peut se faire taper sur les doigts, quoi. Donc pour vous, il y a une destinée dictée avant? Ah oui, complètement, mais c'est-à-dire en fait. Et si on sort de ce champ, on est rappelé à l'ordre. Voilà, c'est-à-dire que notre liberté, elle est de suivre notre destin. En fait, et le manque de liberté, c'est qu'on justement s'écarter, croyant à une fausse liberté, croyant s'écarter de notre destin, on pense être libre, alors qu'en fait, on va au-devant d'ennuis de plus en plus gros, et les signes sont de plus en plus importants qui nous dissuadent de continuer. Oui, le destin, ça rejoint un peu ce problème de la foi et du doute, par rapport au doute sur lesquels est fondée la pensée objective, le savoir objectif, la manière de penser raisonnante, occidentale,
où on conçoit les choses d'une manière linéaire. Mais la foi, en fait, pour la pensée rationaliste, rationnelle, on ne peut pas accepter, on ne peut pas admettre qu'il y ait une connaissance. Parce qu'on ne peut pas... la seule manière d'accéder à la connaissance, c'est la foi. Vous aviez la foi avant de rencontrer Dominique Aubier? J'avais la foi ou le doute, qui pour moi est un peu l'équivalent. Seulement, la foi, c'est l'aspect positif du doute. C'est-à-dire qu'on est prêt à croire, alors qu'on peut avoir le doute et ne pas avoir la foi et refuser. Donc c'est une sorte d'absolu à l'envers, un peu inversé, qui reflète le fait qu'on se ferme. Et c'est un peu le problème aujourd'hui où les gens se ferment, et la peur, etc. Donc oui, par la foi, effectivement, on peut accéder à la connaissance. Pourquoi ? Parce que par la foi, c'est le fait de croire. Et donc si on peut croire, on peut écouter, et donc on peut découvrir des choses. Puisque là, c'est le domaine Qu'on de ne la découvre découverte. pas si on reste Voilà, fermé. Si on est fermé, c'est impossible de le découvrir. Et donc en faisant l'effort, par exemple, de lire les livres de Dominique Aubier ou autre chose, donc on peut découvrir des choses. On a la possibilité que ça nous arrive déjà. Et une fois qu'on a découvert, en tout cas pour ce qui est du travail de Dominique Aubier, donc une fois qu'on gagne la connaissance, parce que c'est quand même le but de ce travail, et donc c'est efficace, moi pour ma part c'est très, très net, quoi. Une fois qu'on a reconnu, qu'on gagne la connaissance, on perd le doute et on perd la foi, définitivement. C'est irrémédiable, puisque la foi et le doute sont que des stades intermédiaires qui nous permettent d'accéder à cette connaissance. Une fois qu'on accède à la connaissance, la foi et le doute sont évacués. Alors Dominique Roth, est-ce que vous êtes d'accord avec Frédéric Thomas? Ben, ce qu'il dit, c'est très très fort. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est la certitude que donne l'enseignement de Dominique Aubier et la certitude d'être que donne cet enseignement-là. D'ailleurs, ça me fait penser à la phrase de Don Quichotte qui, dans son livre, dit « Je sais qui je suis ». Lui, il sait qui il est, et je me demande qui dans notre société, qui dans notre civilisation pourrait affirmer cela avec la même certitude, justement. Nous vivons dans une société qui avance par tatillons, qui bégaye sur elle-même, qui n'a pas le courage de se dire, et nous assistons à des personnes qui sont toujours en fuite d'elles-mêmes. Il suffit de voir le spectacle de nos amis politiciens. Ce sont des gens qui ont peut-être la foi, mais ça ne suffit pas pour construire une civilisation d'avenir, pour proposer un grand projet à notre pays. Je relève notamment la phrase de notre Premier ministre qui disait l'autre jour, quand il était aux États-Unis, il disait tout ce que j'ai à faire, c'est faire mon job. Mais c'est insuffisant, c'est même triste. Alors qu'est-ce qu'il faut ajouter derrière pour vous? Eh bien, tout d'abord, pour faire son job, il faut avoir un modèle. Et un modèle de pensée, un modèle d'action. Et ce modèle, eh bien, Don Quichotte en propose un. Lequel? Eh bien, c'est d'être à l'écoute de l'absolu. Et c'est quoi l'absolu? Et des règles du motif unique, du motif universel. Et qu'est-ce que c'est le motif absolu? Eh bien, c'est les règles de fonctionnement d'un cerveau. Droite, gauche. Droite, gauche, et le redoublement. Il faudrait, pour avoir un modèle clair, disposer de toute l'échelle des archétypes, les connaître, les manipuler, jouer avec, vivre avec au quotidien. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer dans l'avenir. Donc pour vous, on peut vivre mieux avec la connaissance. On ne peut C'est que un vivre. passeport. C'est un passeport pour l'avenir. Et pour la liberté aussi? Pour la liberté individuelle, certainement, et pour un grand projet d'avenir civilisateur d'une société nouvelle, certainement. Alors, il faudrait proposer toutes ces thèses à nos politiques. Ben, ils n'ont qu'à s'en emparer. Mhm. Ils n'ont qu'à lire les livres. Oui, la connaissance, c'est... La connaissance pour tous. est faite pour tous. Et justement, en utilisant cette connaissance, en s'ouvrant à la connaissance, on ne risque plus d'être manipulé. La manipulation est impossible, puisque nous sommes déjà manipulés par l'invisible. Comment est-ce qu'un individu pourrait dès lors nous manipuler sans que Mais ça, c'est votre l'invisible certitude nous à le vous. donne? Ça, c'est votre certitude à vous. Oui, parce que je commence à savoir qui je suis. Mhm. Et cette certitude, Et on ne peut plus vous écarter de ça. on peut toujours tenter. Mhm. Et je me laisse toujours faire, parce qu'il y Et a il y a une- toujours des gens qui il y a- doivent essayer de vous, Mais bien sûr, vous enlever de ce chemin. Oui. Et je me laisse faire en plus, Mhm. bêtement d'ailleurs. Mais je le fais, je pense, parce qu'il y a une règle dans la connaissance qui dit qu'il faut toujours faire un peu. Donc on se laisse faire un peu. Mais il y a toujours un signe qui vous indique « halte là, où vas-tu » Il y a toujours un archétype qui se manifeste et qui vous désigne exactement l'endroit du cycle où vous êtes.
Et la manipulation de l'invisible est supérieure à toutes les manipulations que le manipulateur le plus génial pourrait tenter d'imposer. Alors pour terminer, je voudrais finir sur une note peut-être plus humoristique. Comment Don Quichotte verrait notre Coupe du Monde? Avec un grand rire, parce que le propre de l'homme c'est de rire, et le propre de Don Quichotte c'est son rire. Et d'ailleurs, Pourquoi le rire avec la mais Coupe parce du que Monde? le rire, parce que on a vu dans cette Coupe du Monde des danseurs qui se promenaient avec une balle à la place de la tête. C'est le grand thème de cette Coupe du Monde, c'est que va-t-on mettre, que va-t-on célébrer au niveau mondial? Suffit-il de célébrer le thème du ballon rond, ou ce ballon rond ne désigne-t-il pas la tête qui est le motif universel, qu'en hébreu on appelle roche? Ah bah écoutez, sur ce mondial, je vous quitte, Dominique Roth. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci, À bientôt. au revoir. עושה שלום רוע, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו עלינו.